Mon cher mari, a déclaré son avocat à travers la salle d'audience, a bâti toute sa vie. Sans lui, elle ne serait rien de plus qu'une secrétaire avec un rêve. C'est pourquoi il mérite sa fortune. Le public a ricané. Ma tante a murmuré assez fort pour que je l'entende, elle a toujours eu de la chance, pas de l'intelligence. Leur voix pesait sur moi comme une tempête. Je suis resté immobile, les mains croisées sur mes genoux, mon pouls martelant plus fort que le maillet qui venait d'imposer le silence. Je m'appelle Hélène Dubois. J'ai 32 ans, et si vous croyez savoir ce qu'est la trahison, attendez de voir votre propre mari transformer votre vie en une pièce de théâtre pour des vautours. J'avais bâti mon entreprise à partir d'un unique bureau dans le garage de mes parents, avec des câbles emmêlés comme mes nuits sans sommeil, des contrats empilés plus haut que mon courage. Pourtant, il était là, mon mari, mon prétendu partenaire, se présentant comme mon sauveur. Votre honneur, a poursuivi son avocat, nous exigeons un règlement immédiat de 9 millions d'euros, la moitié des parts de son entreprise et le titre de propriété du domaine viticole de ses parents en Provence. Car rien de tout cela, a-t-il dit en me pointant directement du doigt, n'existerait sans lui. L'atmosphère dans la salle a changé. Les journalistes griffonnaient. Mes parents étaient assis 2 rangs derrière, leurs visages exsangues comme une terre privée de sa récolte. Ma mère n'osait pas croiser mon regard. La mâchoire de mon père était si serrée que je pouvais presque entendre ses dents grincer. En moi, une voix suppliait, ne pleure pas. Ne leur donne pas cette satisfaction. Je me souvenais de chaque nuit passée à dessiner des logos. Chaque banque qui m'avait claqué la porte au nez, chaque « non » qui avait alimenté mon « oui » obstiné. Il n'était pas là. Il dormait dans notre lit, rêvant pendant que je me démenais pour obtenir des contrats à la lueur des lampadaires. Mais la vérité ne gagne pas toujours au tribunal. Le pouvoir, l'argent et les mensonges parlent souvent plus fort. Alors que son avocat faisait parader des feuilles de calcul falsifiées sur le banc en chêne, j'ai senti le poids du silence m'oppresser. Il pensait que j'étais acculé. Il pensait que le domaine viticole, l'entreprise, ma vie durement gagnée, me filait entre les doigts. Et pourtant, sous ma paume, dans mon dossier en cuir, la vérité attendait lourde, indéniable, respirant comme une flamme cachée. Le juge s'est penché en avant. Madame Dubois, avez-vous une réponse? J'ai relevé la tête lentement, les lumières du tribunal vacillant devant mes yeux. Ma voix est sortie, basse, ferme, aiguisée par des mois de trahison. Pas si vite. Des hoquets de surprise ont parcouru la salle. Le sourire suffisant de mon mari a vacillé pour la première fois, bien qu'il l'ait vite retrouvé, les lèvres retroussées comme un masque collé trop serré. Son avocat a ajusté sa cravate, feignant l'amusement. Madame Dubois, a incité le juge, le ton neutre, mais j'ai décelé une lueur de curiosité dans ses yeux. J'ai posé le dossier en cuir sur la table, mes mains délibérément lentes. Je voulais qu'il ressente le poids de chaque seconde, le silence qui s'écoulait, plus bruyant que n'importe quelle accusation. Quand j'ai enfin ouvert le fermoir en laiton, mon mari s'est penché en avant, ses yeux fuyants comme ceux d'un joueur regardant les déroulés. À l'intérieur se trouvaient des pages que j'avais collectées discrètement, avec soin, des relevés bancaires, des factures falsifiées et des registres de virements qu'il pensait que je ne verrais jamais. Ce n'était pas que des mensonges. C'était la preuve d'une trahison si profonde qu'elle avait souillé chaque recoin de ma vie. Vous prétendez avoir bâti ma vie, ai-je dit, ma voix calme, bien qu'à l'intérieur de ma poitrine 1000 tempêtes se heurtaient. Mais ces documents montrent l'argent que vous avez détourné de mes comptes pour financer des vacances, des soirées de jeux et des femmes qui ne portaient pas mon alliance. Le public s'est agité. Le stylo d'un journaliste s'est brisé. Mon père a enfin expiré, ses épaules s'affaissant sur le banc en bois derrière lui. Les yeux de ma mère se sont levés, humides, mais brûlants. Mon mari s'est levé d'un bond. C'est un mensonge. Sa voix s'est brisée. Trop aiguë, trop forte. Le genre de protestation qui portait la culpabilité comme une puanteur. Le juge a levé la main. Monsieur Dubois, asseyez-vous. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas détourné le regard. J'avais passé trop d'années à faire semblant de ne pas voir, trop de nuits à excuser des arrivées tardives, des explications vagues et des dépenses inexpliquées. Vous vouliez mon entreprise, le domaine viticole de mes parents en Provence et 9 millions d'euros, ai-je continué. Mais ce que vous avez bâti, ce n'était pas ma vie. C'était votre propre effondrement. Et maintenant, j'ai fait glisser la première page vers l'avant, laissant le juge voir la signature d'un détective privé, c'est documenté.
Le silence qui a suivi était plus lourd que n'importe quel maillet, et dans cette immobilité, pour la première fois, j'ai vu la peur vaciller dans les yeux de mon mari. Les sourcils du juge se sont froncés tandis qu'il parcourait la première page. Ses doigts traçaient l'encre lentement, comme si la vérité devait être absorbée par touches prudentes. La salle d'audience, autrefois bourdonnante de commérages, est tombée dans un silence respectueux. L'avocat de mon mari s'est éclairci la gorge, feignant le contrôle. Votre honneur, ces documents. Nous ne pouvons certainement pas admettre des preuves non vérifiées. Mais le juge l'a réduit au silence d'un seul regard. Nous en déciderons après examen. Continuez, Madame Dubois. J'ai sorti une autre page du dossier. Voici, ai-je dit en la faisant glisser vers l'avant, les bordereaux de retrait, dont les dates correspondent parfaitement à ses prétendues dépenses professionnelles. Et voici, j'ai posé des photographies, granuleuses mais sans équivoque, de mon mari riant dans des salons de casino à Monte-Carlo, les bras passés autour de femmes dont je ne connaîtrai jamais le nom. Chaque euro qu'il prétend avoir investi en moi. Il a été joué, dépensé pour n'importe qui sauf moi. Le hoquet de surprise qui a suivi fut plus fort cette fois. La main de ma tante s'est portée à sa bouche. Même ma mère, qui était restée figée pendant des semaines, a murmuré « Mon Dieu ». Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait des années de silence que j'avais endurées. Les nuits où il rentrait à la maison avec une odeur de parfum que je ne portais pas. Les excuses que j'avalais pour maintenir la paix. La façon dont il me regardait non pas comme une partenaire, mais comme un investissement qu'il pensait pouvoir encaisser. Madame Dubois, a dit le juge, sa voix plus tranchante maintenant. Alléguez-vous une fraude? J'ai soutenu son regard, sans ciller. Je n'allègue rien, votre honneur. Je le prouve. Mon mari a frappé du poing sur la table, les papiers s'éparpillant comme des oiseaux blessés. Elle invente tout ça. C'est sa vengeance parce qu'elle sait que sans moi, elle ne serait. Je l'ai interrompu, ma voix basse, inébranlable. Sans toi, je serai toujours moi. La seule différence, c'est que maintenant, tout le monde le sait aussi. Le public a éclaté. Certains murmuraient avec incrédulité, d'autres avec approbation. Le juge a levé son maillet, frappant pour rétablir l'ordre, mais même l'écho du bois ne pouvait effacer le frémissement dans l'air. Le vent tournait, et il pouvait sentir la situation lui échapper. Le juge a fait signe de se taire, mais la salle vibrait encore de murmures. Mon mari était assis, rigide, les poings si serrés que ses jointures blanchissaient. Son avocat s'est penché, lui chuchotant quelque chose d'urgent, mais il l'a repoussé, les yeux fixés sur moi avec une rage capable d'enflammer la pierre. J'ai avancé une autre feuille. Celles-ci, ai-je dit, sont des demandes de prêt qu'il a déposées en mon nom. Signature falsifiée, garantie fictive, le tout lié à mon entreprise. Si je ne les avais pas interceptées, je serais noyé sous des dettes que je n'ai jamais créées. Les yeux du juge se sont faits plus perçants. Falsification. Oui, votre honneur. Je n'ai pas scié. Et j'ai une analyse graphologique jointe pour le confirmer. L'avocat a bondi. C'est scandaleux. Ces accusations sont fabriquées. Asseyez-vous, a aboyé le juge, son maillet claquant sur le banc. Nous laisserons les documents parler. Le son a résonné comme le tonnerre, et dans ce silence, je me suis permis de respirer. Une petite respiration, stable et mesurée, car la victoire n'était pas garantie. Pas encore. Mais des fissures s'étaient formées dans le mur qu'il avait bâti autour de ses mensonges. Je me suis souvenu de la première fois que je l'avais surpris. Un appel tard dans la nuit. Sa voix trop douce, trop intime. Je l'ai confronté, et il a ri. Tu imagines des choses, Hélène. Tu ne serais rien sans moi. Ces mots étaient devenus des chaînes que j'avais portées, traînées dans les salles de conseil et les dîners de famille jusqu'à ce que je le croie presque. Maintenant, sous les lumières fluorescentes du tribunal, ces chaînes se brisaient une par une. Mon mari s'est penché en avant, sa voix tranchante, presque suppliante. Hélène, pense à nous, à notre mariage, à tout ce que nous avons bâti ensemble. J'ai croisé son regard, froid mais calme. Tu n'as pas bâti avec moi. Tu as bâti sur moi. Et tu pensais que je ne trouverais jamais les fissures. Un silence s'est abattu sur le public, le genre de silence qui pousse les gens à se pencher, attendant le prochain coup. Le juge s'est adossé à son fauteuil, les doigts joints. Il ne s'agit plus d'un simple règlement de divorce, a-t-il dit, d'un ton délibéré.
Cela frôle la conduite criminelle. Le visage de mon mari a perdu toute couleur. Pour la première fois, il ne ressemblait ni à un vainqueur ni à un méchant. Il avait l'air acculé. Et je n'avais pas encore terminé. L'air du tribunal était chargé, comme une tempête sur le point d'éclater. Les journalistes griffonnaient frénétiquement, leurs stylos grattant le papier comme s'ils craignaient de manquer un seul mot. Mon mari s'agitait sur son siège, la sueur perlant sur son front malgré la fraîcheur de la climatisation. J'ai ouvert la section suivante de mon dossier. Mes mains ne tremblaient pas. Elles ne le pouvaient pas, voici des correspondances par courriel, ai-je dit d'une voix égale, entre mon mari et un courtier en Suisse. Elle détaille son plan pour liquider les parts de l'entreprise des parts qu'il n'a jamais légalement possédées et les faire transiter par des comptes cachés sous des sociétés écrans. Le juge a ajusté ses lunettes. Avez-vous une vérification de ces comptes? Oui. J'ai déposé la déclaration sous serment tamponnée du détective. Le papier est tombé comme un marteau. Un son étranglé s'est échappé de la gorge de mon mari. Il s'est jeté en avant, essayant d'attraper les papiers, mais l'huissier a agi rapidement, lui clouant la main sur la table. L'image s'est gravée en moi, l'homme qui m'avait autrefois murmuré ses vœux, maintenant maîtrisé comme un voleur aux abois. Les larmes de ma mère coulaient librement, mais cette fois, ce n'était pas de désespoir. La mâchoire de mon père s'est desserrée, son regard fixé sur moi avec quelque chose de plus proche de la fierté que je n'avais jamais vu. Pendant des années, il m'avait vu souffrir en silence. Maintenant, il me voyait me battre. J'ai inspiré lentement, laissant le silence s'installer avant de parler à nouveau. Votre honneur, mon mari a prétendu qu'il méritait ma fortune, qu'il avait bâti ma vie. Mais ceci, ai-je indiqué en montrant la pile de preuves, et l'architecture qu'il a construite. Faite de mensonges, de vols et de trahisons. Son avocat, visiblement ébranlé, a chuchoté, nous demandons une suspension d'audience. Le juge a secoué la tête. Refusé. Nous continuons. Mon mari s'est affalé sur sa chaise, les yeux injectés de sang, son regard allant de moi au dossier qu'il ne pouvait plus contrôler. Pour la première fois depuis des années, le pouvoir avait changé de camp. Et il le savait. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, ce que même mes parents ne soupçonnaient pas, c'est que la dernière pièce à conviction, encore bien à l'abri au fond de mon dossier, allait réduire en miettes la dernière de ses illusions. La dernière pièce à conviction pesait lourd dans mon dossier, comme un secret implorant d'être libéré. Mais le moment était crucial. J'ai laissé la tension s'étirer, le silence devenir tendu, jusqu'à ce que même le juge se penche très légèrement en avant, comme attiré par la gravité. Mon mari, ai-je dit, laissant chaque mot atterrir avec précision, voulait la moitié de mon entreprise et le domaine viticole de mes parents en Provence. Mais ce qu'il n'a jamais prévu, c'est que sa cupidité laisse des traces. J'ai sorti l'enveloppe scellée et l'ai fait glisser sur le bois poli. À l'intérieur se trouvent les transcriptions d'appels enregistrés entre lui et sa maîtresse, des appels où non seulement il admet avoir falsifié mon nom, mais où il se vante de la façon dont il partira riche pendant que je m'effondrerai sous la pression. Le juge a ouvert l'enveloppe, parcourant les transcriptions soigneusement dactylographiées. Son expression s'est assombrie à chaque ligne. Le silence est devenu suffocant, ponctué uniquement par le léger bourdonnement des néons au-dessus. Mon mari a explosé, sa voix désespérée. Elle les a placés là. Elle me piège. Le maillet du juge a claqué. Assez. Je n'ai pas bronché. Je n'en avais pas besoin, car j'avais entendu ces appels moi-même, les repassant dans les heures calmes de la nuit jusqu'à ce que chaque syllabe se grave dans mes os. Son rire avait autrefois été mon réconfort. Maintenant, c'était une preuve. Le public bourdonnait, les chuchotements tourbillonnant comme des abeilles agitées. Une phrase revenait sans cesse, elle le tient. Mon père s'est penché en avant, s'agrippant au banc comme pour se stabiliser contre une marée. Les mains de ma mère couvraient sa bouche, mais à travers ses larmes, ses yeux brillaient d'une force que je n'avais pas vue depuis mon enfance. Mon mari s'est enfoncé plus bas dans sa chaise, les épaules voûtées. L'assurance qui remplissait autrefois chaque pièce où il entrait avait disparu, remplacée par un regard vide et frénétique. Le juge a posé les transcriptions sur le banc, sa voix ferme mais empreinte d'autorité. Monsieur Dubois, ces documents dressent un tableau accablant. Vous répondrez de cela. Je me suis rassise, inspirant lentement. Pour la première fois depuis des années, ma poitrine se soulevait sans chaîne. Mais je n'avais pas encore fini. La dernière page de mon dossier n'était pas seulement une preuve. C'était le coup de grâce.
j'ai plongé la main dans le dossier une dernière fois, le bout de mes doigts effleurant la dernière page. Elle semblait plus froide que du papier, comme si elle portait le poids de chaque nuit blanche que j'avais endurée. Votre honneur, ai-je dit en la faisant glisser. Ceci est une confession notariée. Pas la mienne, la sienne. Les sourcils du juge se sont levés tandis qu'il parcourait la page. Le visage de mon mari a perdu toute couleur. Il savait exactement ce que c'était avant même que l'encre ne soit visible aux yeux du juge. Des mois plus tôt, alors que son arrogance l'emportait sur sa prudence, il avait dicté, ivre, une lettre à sa maîtresse, se vantant d'avoir tout orchestré, de la façon dont il prendrait mon entreprise, liquiderait les actifs et vendrait le domaine viticole pour couvrir ses dettes. Il l'avait signé, convaincu qu'elle ne le trahirait jamais. Mais elle l'a fait. Et maintenant, son témoignage était agrafé à la confession. Des hoquets de surprise ont rempli la salle. Les stylos des journalistes grattaient furieusement. Ma tante a murmuré une prière. Mon mari s'est jeté en avant, la voix brisée. Cette lettre est fausse. Elle ment. Elle fait ça uniquement parce que Hélène l'a montée contre moi. Le juge ne l'a même pas regardée. Il a continué à lire, ses lèvres se pinçant à chaque ligne. Quand il a finalement posé le papier, son regard était d'acier. Monsieur Dubois, ce document corrobore chaque pièce à conviction que votre femme a présentée aujourd'hui. J'ai regardé le masque de mon mari se briser. L'homme qui paradait autrefois dans chaque pièce, le torse bombé, était maintenant en train de s'effondrer, ses mains tremblant sur la table. Pendant des années, je m'étais plié au silence, craignant de perturber l'illusion de notre mariage. Mais les illusions ne durent pas à la lumière, et les lumières du tribunal étaient impitoyables. Le juge s'est tourné vers moi. Madame Dubois, souhaitez-vous ajouter quelque chose? J'ai laissé le silence respirer, savourant l'instant. Ma voix, quand elle est venue, était calme, mais elle a porté jusqu'à chaque recoin de la salle. Mon mari pensait que la trahison pouvait m'enterrer. Mais la trahison n'enterre pas. Elle révèle. Et aujourd'hui, elle l'a révélé lui. Le public a éclaté, mi-choqué, mi-applaudissant, tandis que le maillet frappait pour rétablir l'ordre. La fin n'approchait plus. Elle était arrivée. L'écho du maillet s'est estompé, mais son poids est resté dans la salle d'audience comme un chapitre qui se ferme. Mon mari était assis, immobile, les yeux vides, la peau si pâle que les murs eux-mêmes semblaient l'avoir avalée. Pour la première fois de notre mariage, il n'avait plus de mots à tordre, plus de masque à porter. La voix du juge était ferme, décisive. Étant donné les preuves accablantes de fraude, de falsification et de tentative de vol, ce tribunal non seulement rejette vos demandes, monsieur Dubois, mais renvoie l'affaire pour une enquête criminelle. Des hoquets de surprise ont traversé le public. La tête de mon mari s'est tournée brusquement vers moi, le désespoir griffant ses traits. Hélène, s'il te plaît, ne fais pas ça. On peut arranger les choses. On peut tout recommencer. Autrefois, ces mots m'auraient anéanti. Autrefois, je me serais accroché à l'illusion que l'amour pouvait réparer la trahison. Mais maintenant, ils sonnaient comme des échos dans une salle vide. Je me suis levé lentement, lissant mon blazer d'une main assurée. J'ai croisé son regard une dernière fois, sans colère, sans pitié, juste avec clarté. Tu ne m'as pas perdu aujourd'hui. Tu t'es perdu toi-même. Et maintenant, le monde entier le sait aussi. L'huissier s'est avancé, l'emmenant. Ses épaules se sont affaissées, sa combativité éteinte. Le voir partir menotté n'était pas une victoire. C'était la vérité enfin dite à voix haute. Mes parents se sont levés, leur présence comme un abri dans mon dos. Ma mère m'a touché le bras, murmurant « Tu l'as fait ». Mon père a hoché la tête une fois, son silence porteur de plus de fierté que 1000 mots. En rassemblant mon dossier, j'ai réalisé que ce n'étaient pas les preuves qui m'avaient libéré. C'était le courage de les mettre en lumière. Dehors, l'air d'automne était vif, portant l'odeur des feuilles se détachant de leurs branches. Les journalistes ont afflué, les microphones brillants, les questions fusant. Je n'avais pas besoin de leur répondre. Mon histoire était déjà écrite sur chaque page, chaque murmure, chaque silence qui avait rempli cette salle d'audience. Et dans cet air frais, pour la première fois depuis des années, je me suis senti légère. La justice n'était pas bruyante. Elle ne rugissait pas. Elle s'est déposée doucement, comme la poussière après une tempête, me rappelant que la survie est une victoire en soi. Ma vie m'appartenait.